Alors Aïssa Maïga, on m'a dit que vous étiez une fille super, mais que vous n'aviez pas du tout d'humour, que vous étiez plutôt sinistre dans la vraie vie. Lugubre. Écoutez, je tente le coup, vous allez peut-être quitter le studio, c'est pas grave, on aura 20 minutes d'émission. Je vais vous faire écouter un extrait d'1 minute 30 où on vous entend. Et c'est un personnage qui se présente et vous nous direz, vous, quelle a été votre vie à vous comparée à celle de Aya. Je vous présente Ignace, mon géniteur. Un simple cadre chez Sissoko, notre bière nationale. Mais quand on le voit là, on dirait que c'est lui le patron. Cette belle femme, c'est Fanta, ma mère, secrétaire de direction et guérisseuse à ses heures perdues. J'ai 2 meilleurs amis, Adjoa et ses parents, tonton Hyacinthe et tanti Krotoumou, et Bintou, la go choc, une grande gazeuse qui est plus à l'aise sur une piste de danse que dans les salles de classe. Ses parents, tonton Kofi et tanti Alphonsine. Mon petit frère, Fofana, le célèbre chasseur de Margouya, avec Akissi, sa petite sœur. Féliciter notre bonne et bien plus que ça. Et puis enfin moi, Aya, 19 ans, consternée que l'on puisse supposer que la bière là soit une vitamine. Alors, c'est votre voix sur le film Aya de Yopougon, Marguerite Aboué et Clément Aubrery. C'était quoi votre enfance, ou c'était quoi votre adolescence, Aïssa Maïga? Je suis née au Sénégal. Je me souviens pas de mes premières années au Sénégal. Quelques flashs par-ci par-là, mais j'ai quitté ce pays qui est celui de ma mère avec mon père, qui était déjà installé en France, et je suis arrivée à Fresnes, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 9 ans. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, parce que dans cette résidence où j'ai grandi, qui était vraiment un îlot pour les enfants qui était assez merveilleux, il y avait cette dame, Geneviève Gano, qui était une vieille dame déjà, qui a jeté son dévolu sur moi. Et c'est une femme, une Française, d'Indochine. Elle était née là-bas et elle avait vécu en Indochine jusqu'à l'âge de 17 ou 20 ans, je ne sais plus. Et lorsque je suis arrivée du Sénégal, voilà, j'étais petite fille, j'avais 4 ans et demi. Cette dame passait, c'était une voisine, et elle s'arrêtait à chaque fois pour me parler. Et elle est devenue quelqu'un de très important. D'abord, elle me gardait le mercredi, de temps en temps le week-end, quand mon père partait en voyage. Et cette dame était une fervente catholique qui parlait beaucoup de Dieu, de la Bible, etc. Et elle écoutait Fréquence protestante. Et donc, j'ai passé énormément de temps, quand j'étais enfant, à écouter les émissions, je ne sais plus lesquelles, de Fréquence protestante. Mais je sais que pour Geneviève Gano, c'était très important. Et elle m'expliquait qu'elle n'était pas protestante, qu'elle était catholique, mais que les protestants, pour elle, étaient ceux qui étaient véritablement proches de la Bible. Et donc, quand vous m'avez invitée, j'ai dit oui tout de suite. Parce que ça m'a ramené à des moments très doux, et des moments où j'entendais, voilà, ces voix des adultes qui étaient sans doute des voix assez sages, des voix qui parlaient du monde, qui étaient ancrées dans le réel. Et voilà, ça me fait très plaisir d'être là. Est-ce que vous vous souvenez de Paris, Je t'aime? J'aimerais bien te donner ma carte, mais je n'en ai plus sur moi. C'est dommage. Sophie, tu veux prendre un café avec moi? Allez. Je peux te masser les pieds? Et pourquoi je vous laisserais me masser les pieds? Parce que tu as mal aux pieds. Ah bon? Tu as passé toute la nuit à courir dans mes rêves. Oliver Schmitz. Alors, merci beaucoup Aïssa Maïga. C'est un extrait de ce film collectif où il y a beaucoup de très beaux moments de Oliver Schmitz, cinéaste sud-africain, c'est ça? Oui. Et vous êtes une infirmière qui soignait quelqu'un qui est mort pour vous, parce qu'il est tombé amoureux de vous, comme ça, dans un parking. Revenons un peu à marcher sur l'eau. Vous avez été obligé de ne pas aller trop loin, parfois, avec les personnages. C'est-à-dire vous parliez tout à l'heure de dépression, parfois de dénutrition. Vous avez été réalisatrice, et je sais que vous n'avez pas aimé la formule, mais un peu parfois psy ou infirmière? Non, je dirais pas que j'ai été psy ou infirmière. Je dirais simplement que quand on est en immersion dans un village comme ça et qu'on fait
des allers-retours, qu'on est amené à revenir tous les 2-3 mois, à retrouver les mêmes personnes. Certains liens se tissent et on ne peut pas ne pas voir certaines choses. Donc on est amené à réagir ou consacrer du temps à certaines personnes ou amener tout simplement à écouter, à prendre en compte ce qui se passe pour les gens. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être infirmière sur des scénarios dans vos personnages? C'est-à-dire des personnages que vous trouviez super mal et pas très bien écrits et dans lesquels vous avez rajouté des mots, des séquences, des attitudes que le réalisateur ou la réalisatrice n'avait pas forcément prévues? Alors, il y a des cinéastes qui adorent ça, qui adorent vraiment cette interaction avec les acteurs, avec les actrices, cette part de recherche, d'apport, d'apport en dialogue, d'apport en idées. D'autres n'aiment pas du tout ça. Donc vraiment, ça dépend d'eux aussi beaucoup. Mais il m'est arrivé souvent, quand même, de proposer d'améliorer un personnage féminin que je trouvais un peu réduit ou réducteur, ou de repasser sur des scènes de dialogue pour éviter les écueils des stéréotypes liés à la couleur de la peau, et ce genre de choses, ça m'est arrivé beaucoup. Alors on vient de recevoir plus de 10 000 appels d'auditeurs qui me disent que je n'y connais rien, qu'en fait vous avez beaucoup d'humour. Des gens, c'est votre fanbase, je pense, et évidemment... Elle est très active. Et évidemment, vous avez beaucoup d'humour. On passe à votre Panthéon. Un extrait des 400 coups de François Truffaut. Tu sais, j'ai eu ton âge, moi aussi. Vous oubliez toujours ça, les gosses. Moi aussi, j'étais butée. Je ne voulais rien confier à mes parents. Je préférais tout écrire dans un journal. Personne ne l'a jamais lu. Un jour, je te le montrerai. Hein? Justement, à ton âge, j'étais en vacances. Je suis partie avec un jeune berger. C'était une amourette, on nous a vite rattrapés. Ma mère m'a fait promettre de ne plus jamais le revoir. Et elle n'a rien dit à mon père. Alors j'ai beaucoup pleuré. Mais j'ai obéi. Parce qu'il faut toujours obéir à sa mère. On peut avoir des petits secrets tous les deux, hein? Dis, qu'est-ce que tu as voulu dire dans ta lettre? Quand tu as écrit, on s'expliquera sur tout. Ben, à cause de ma mauvaise conduite. Et puis pourquoi je travaille mal en classe? Eh bien, dis-le-moi. Parce que j'arrive pas à écouter. Et puis je voudrais quitter l'école pour gagner ma vie tout seul. Mais enfin, c'est de la folie, tu ne te rends pas compte. Si tu savais comme je regrette de ne pas avoir été au-delà du bachot. Et ton père qui n'a que son brevet. Hein? C'est que ça le gêne dans sa carrière. Je sais très bien qu'à l'école, on apprend des tas de choses inutiles. L'algèbre, la science, ça sert à peu de gens dans la vie. Mais le français, hein? Le français, on a toujours des lettres à écrire. On va avoir un autre secret tous les deux. Tu veux? Hein? Voilà. Si à la prochaine composition française, tu es dans les... Voyons. Dans les 5 premiers, je te donne 1000 francs. 1000 francs, hein? Mais tu ne diras rien à ton père. L'importance de l'école, comme dans Marcher sur l'eau, d'ailleurs. J'ai retrouvé un entretien de François Truffaut qui disait... Moi, Truffaut, quand j'étais adolescent, je sortais avec des filles qui répétaient le slogan de André Gide, « Famille, je vous hais ». Alors qu'en fait, ça me faisait bien rigoler parce que 9 fois sur 10, leurs parents étaient charmants et j'étais ravi lorsque j'étais invité chez eux. Peut-être parce que c'était pas ses parents. Voilà. Pourquoi vous avez eu envie de parler des 400 coups? Parce que c'est un film qui m'a marqué, je l'ai vu quand j'avais 14 ans. J'avais le DVD à la maison et je le passais, je le repassais. D'abord parce que c'était l'itinéraire d'un garçon qui avait mon âge, qui était pris dans une famille dysfonctionnelle, qui était dans une quête de liberté. Le film, dans sa forme, m'apparaissait alors que c'était en noir et blanc et qu'il était fait au moins 25 ou 30 ans avant que moi je le découvre, était d'une très très grande modernité. Il y avait des passages qui ressemblaient presque à du documentaire dans cette façon que Truffaut avait de filmer Antoine Doinel, de lui donner la parole. Et je dirais qu'il y avait beaucoup de choses dans ce film. La condition féminine, une France de l'après-guerre, le patriarcat, même si moi je ne le nommais pas comme ça à l'époque, et puis de l'humour, le monde de l'enfance, de l'adolescence, la transgression, il y avait plein de choses dans ce film. Vous vous souvenez de cette séquence où il fait quasiment un petit hôtel en hommage à Balzac?
Je ne m'en souviens pas. Il y a un moment où il met une photo de Balzac dans un petit coffret et c'est quasiment devenu son dieu. Il faut que je le revoie. Ça veut dire qu'il faut que je le revoie absolument pour la 400e Quels fois. étaient vos Balzac avec vous? Qu'est-ce qu'il y avait sur les murs de votre chambre, Aïssa Maïga, quand vous étiez ado? Il y a eu Marilyn, dont j'ai lu plusieurs biographies au cours de l'adolescence. En fait, tout ce qui avait trait à l'enfance cabossée me parlait énormément, parce que j'avais eu mon petit lot à mon niveau. Et Marilyn, pour moi, était, je pense, l'image de la résilience. C'était une enfant qui a été vraiment maltraitée, qui a été abandonnée, qui a été mise en danger d'une certaine façon et qui est devenue une étoile. Donc pour moi, c'était bien avant que je sache que j'allais devenir actrice, mais pour moi, c'était une trajectoire de survie, en fait, hein, et de réponse un peu insolente à ce que la vie peut figer en termes de déterminisme. Il y avait également mon téléphone, Indochine. Ça fait bizarre, parce que ça paraît tellement loin. Et puis... il y a eu plein de choses, en fait. Beaucoup de choses qui m'ont formée, qui ont été... ça allait du jazz que j'entendais en permanence à la maison, du fait de mon oncle, au HAD, à certains livres qui m'ont énormément marqué, comme évidemment le journal d'Anne Frank, ou Black Boy de Richard Wright. Voilà. Toujours, oui, l'enfance qui essaye de s'en sortir. Vous parliez d'enfance cabossée. Il n'y a peut-être pas plus cabossé que les enfants du film de Michael Haneke, Le Ruban Blanc. Ce jour est un jour très décevant pour moi. Nous allons célébrer ensemble dans peu de temps votre fête de confirmation. Depuis des mois, j'essaie de vous inculquer la parole du Seigneur et de faire de vous, selon sa volonté, des êtres qui soient responsables et dignes de confiance. Or, je pénètre dans cette classe et qu'est-ce que je vois? Une horde de monstres hurlants, sans aucune discipline ni dignité, aussi infantiles que vos condisciples de 7 ans avec qui vous partagez cette classe. Mais le pire, la chose qui me rend encore plus triste, c'est de voir que dans ce spectacle indécent, ma propre fille s'est justement attribué le rôle principal. L'an passé, j'avais fait nouer un ruban blanc dans sa chevelure. Vous savez tous que le blanc est la couleur de l'innocence. Ce ruban était censé aider Clara à éviter le péché. L'égoïsme, l'envie, la concupiscence, le mensonge et la paresse. Au début de cette nouvelle année, j'ai été assez naïf pour croire que maintenant qu'elle avait l'âge de la confirmation, elle était assez mûre et que le ruban devenait inutile. J'ai eu la bêtise de croire qu'en tant que fille du guide spirituel de ce village, elle saurait faire preuve d'un peu... Pourquoi le ruban blanc de Michael Haneke, votre choix, Aïssa Maïga? Parce qu'il y a à la fois la radicalité dans la mise en scène, dans le cadre, qu'il y a la profondeur de champ historique, qu'il y a l'art du dialogue de film, que c'est un portrait à travers une communauté, que c'est le portrait d'une société qui est figée dans ses blocages, dans ses dénis, dans ses non-dits, dans ses tabous. Pour moi, Michael Haneke, c'est vraiment un maître de la mise en scène. Et il y a dans ce film quelque chose de l'ordre d'un classicisme qui nous renvoie à nos propres limites aujourd'hui. Dans Philosophie Magazine, il expliquait que tous ces films parlaient, et notamment Le Ruban Blanc, de est-ce que l'être humain est vraiment capable de communiquer? C'était sa question. Voilà. Communiquer par enfant, communiquer par médias interposés, dans Caché, etc. etc. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de points communs là-dessus. Vous avez tourné avec lui, dans Caché, justement. Oui. Alors, beaucoup de points communs. Alors, il ne me viendrait pas à l'esprit de me comparer à Michael Haneke. Mais vraiment pas. Mais je dirais que c'est quelqu'un avec qui, pour le coup, j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup communiquer. Parce c'est aussi quelqu'un qui enseigne et qui a le goût de la transmission, qui a le goût de l'écoute
Et avoir l'occasion de discuter avec des gens qui ont une telle maestria, c'est quand même un cadeau. On va écouter votre troisième choix. Alors, c'est En attendant le bonheur de Abderrahmane Sissako, mais je vous propose d'écouter la voix d'Abderrahmane Sissako qui répond à un journaliste américain. Oui, je pense que l'exil, c'est quelque chose qui est antérieur au voyage. C'est-à-dire que tous ceux qui sont partis, pour moi, sont déjà partis avant de faire le voyage géographique. Et aussi, je voudrais ajouter que partir est un acte généreux, en fait. Contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, que l'immigré, il part pour prendre quelque chose. Non, je pense vraiment que c'est un acte généreux. Et que de toutes les façons, l'humanité, c'est le fruit de rencontres, de voyages. Aucun peuple n'est original, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Voilà. Un peuple, c'est un mélange toujours, et c'est parce que les gens sont partis et ont rencontré d'autres gens que tel ou tel pays existe. Voilà, le troisième choix, donc c'est En attendant le bonheur. Le titre original, c'est Eremakono, qui veut dire en gros un village, quel qu'il soit en Afrique. Qu'est-ce qui vous, et vous avez joué donc dans Bamako, qu'est-ce qui vous touche tant dans le film En attendant le bonheur? C'est la poésie de l'attente. Ce jeune homme qui est sur le point de partir, qui attend, et qui dans ce village est dans à la fois la peur que les choses n'adviennent pas, le rêve qui le porte vers l'ailleurs, et puis la caméra d'Abderrahmane Sissako qui arrive à capter ces moments à la fois de vide et encore une fois de très très grande poésie. Moi, j'ai revu le film grâce à vous, en préparant cette émission, et tout est à égalité. On voit aussi bien une séquence des chiffres et des lettres qui débarquent, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on débarque parce qu'on la capte. Et puis, à un moment, il y a un Chinois qui vend des petits objets, une toupie, notamment une toute petite toupie qui, en gros plan, devient presque une métaphore aussi du voyage. Alors, je sais que vous aimez beaucoup Mishima. Et pour finir l'émission, j'aimerais que vous nous lisiez un texte de Mishima du Tumulte des flots. Alors c'est écrit un peu petit, et vous avez le livre entre les mains. Est-ce que vous accepteriez de le faire, ou est-ce qu'il faut passer par votre agent qui va nous demander une commission invraisemblable? Je vous laisse discuter avec mon agent, mais en attendant, je lis quand même. Je précise que je lis un texte dont je suis en train de prendre connaissance. Au lieu de rentrer comme d'habitude avec les amis, bavardant et criant, Shinji, qui n'était pas invité à la réception, se détacha de leur groupe, prit le long du rivage vers l'escalier de pierre conduisant au temple de Yashiro. Regardant toutes les maisons qui s'étageaient sur les pentes, il aperçut la maison de Miyata illuminée. Toute la lumière dans le village était donnée par les mêmes lampes à huile, mais celle-ci paraissait un peu différente, plus brillante. Même s'il ne pouvait voir la scène du banquet, il était certain que ces flammes sensibles faisaient vaciller sur ses joues l'ombre de ses sourcils tranquilles et de ses longs cils. Arrivé au bas des degrés de pierre, Shinji regarda les 200 marches dont la blancheur était coupée çà et là par les ombres des basses branches des pins. Il commença à monter. Ses socs de bois faisaient un bruit sec sur la pierre. La lumière était déjà éteinte dans la maison du prêtre. Même après avoir monté d'une traite les 200 marches, le cœur de Shinji ne battait nullement dans sa large poitrine. Il s'inclina respectueusement devant le temple. Il glissa une pièce de 10 yens dans le tronc. Après réflexion, il en glissa une autre de 10 yens. Il frappa dans ses mains pour attirer l'attention du dieu, et le bruit s'en répercuta dans le jardin. En même temps, il fit dans son cœur la prière suivante. Ô Dieu, faites que la mer soit calme, la pêche abondante, le village de plus en plus prospère. Je suis encore jeune, mais faites que je devienne un bon pêcheur accompli, que je sache tout ce qui touche la mer, ce qui touche les poissons, ce qui touche les bateaux, ce qui touche le temps, tout. Que je sache tout, sois habile de tout. Protégez ma douce mère et mon frère qui n'est encore qu'un enfant. Quand ma mère plongera dans la mer au cours de la saison, protégez son corps contre tous les dangers. Et puis je voudrais faire une autre sorte de prière. Qu'un jour vous me donniez, à moi tel que je suis, une fiancée d'une bonne nature et belle.
Par exemple, comme la fille de Miyata, Terikishi, qui vient de revenir chez elle. Le vent se mit à souffler, les cimes des pins s'agitèrent. C'était un coup de vent dont l'écho passant dans le bois de pin pénétra jusqu'au fond sombre du temple. Le jeune homme pensa que le dieu de la mer avait peut-être agréé sa prière. Shinji leva les yeux vers le ciel étoilé et respira profondément. Puis il pensa « Dieu ne pourrait-il pas me punir pour avoir fait une prière aussi égoïste ?» Merci beaucoup Aïssa Maïga. C'était Mishima, le tumulte des flots, en quelques mots. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet auteur particulièrement ? D'abord, il me donne envie d'apprendre le japonais pour le lire dans la langue originale. Il y a une littérature qui est vraiment comme de la dentelle qui donne à voir l'intériorité des personnages dans leur ancrage culturel, dans ce monde qui est pris entre une tradition, des croyances et une forme de modernité. Il sait retranscrire les sentiments les plus contradictoires, les plus violents aussi. Voilà. Aïssa Maïga, je vais vous poser des questions courtes, réponses courtes. Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000, le 31 décembre 1999 à 23h59 ? Chez moi, j'avais invité plein d'amis, on a fait une fête rétro-futuriste. Quel est le livre que vous avez le plus offert ? Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Ah, de Stig Dagerman. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour un dîner en tête-à-tête, ce serait qui ? Je dirais peut-être une femme comme Olympe de Gouges, qui était metteur en scène, révolutionnaire, évidemment abolitionniste et féministe. Si demain matin, vous pouviez tout prendre avec vous, tout, votre travail, votre amoureux, vos enfants, vos animaux, bref, tout, demain matin à 9h, vous installez dans quelle ville ? Je pense que là, je vais en Afrique. Ville ? Oui, en Afrique, et je pense que je vais au Ghana, et donc je pense que je vais à Accra. Est-ce que vous avez déjà pensé à la musique de vos funérailles, celle que vous aimeriez que vos proches entendent ? Alors ça m'arrive souvent quand j'entends un morceau incroyable et je me dis tiens, ça faudrait que je le mette sur la playlist, mais je ne l'ai pas encore faite parce que peut-être que je suis pas encore prête à partir. J'espère. Quelle est la dernière fois que vous êtes retourné sur le lieu où vous êtes né, la maternité où vous êtes né ? Alors je ne sais pas exactement où je suis née. Si vous retrouvez l'adresse, ça m'intéresse. Dernière question, est-ce qu'avant de prendre une décision importante, personnelle ou professionnelle, vous avez un toc ou un gris-gris ? Marguerite Duras disait qu'elle ne pouvait se mettre à écrire que quand son lit derrière elle était impeccablement fait, que ça devenait une obsession. Alors j'essaye d'éviter les tocs et de désacraliser, mais c'est très difficile. Et je dirais que j'ai besoin de faire plein de petites choses inutiles pour me dire que mon esprit est libre. Et parmi ces choses inutiles, il y a un truc vraiment pas rien de... je vais sur les réseaux sociaux, hein. Par exemple, mais c'est incroyable. Mais par contre, j'y vais, c'est comme si c'était une sorte de petit voyage très bref, et je le règle. Et comme ça n'est plus dans ma tête. Et pareil, si je dois faire quelque chose à la maison, je le fais très rapidement. Et en fait, j'accumule une somme de petits gestes comme ça qui font que c'est comme un petit contrat avec moi-même. Bon, ça c'est fait, maintenant tu te concentres. Merci beaucoup Aïssa Maïga d'avoir été l'invité du Vrai Monde. Votre film Marcher sur l'eau est en salle. Et vous marchez vers quoi en ce moment, professionnellement ? Vers ma vie d'actrice, avec des films qui vont sortir en 2022, dont celui de Andrea Bescon et Éric Métayer, qui ont fait Les Chatouilles, et ça va s'appeler Quand tu seras grand, et une série anglaise qui se passe dans le monde de la finance, qui est un thriller qui s'appelle The Fear Index, et puis un documentaire sur mon papa. Voilà, c'est un peu le film de ma vie. Merci beaucoup Aïssa Maïga. Merci. À bientôt. À bientôt.